Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'habituel rendez-vous des sorties du mois suivant, donc les sorties poche en l'occurrence, poche et manga pour le mois d'avril. Voilà donc toujours l'avant-dernier dimanche du mois, alors oui ça tombe un petit peu tôt cette année, mais cette année, ce mois-ci plutôt, mais c'est comme ça. Et ben allez, je vous propose d'attaquer directement comme d'habitude. Je suis en live avec les copines. M'en parle pas, Christelle. Allez, c'est parti. Ah, attendez. Faut que je le mette en grand écran. Voilà. Alors. Donc. Ce mois-ci, donc, comme d'habitude, hein, mes genres de prédilection, les thrillers et contemporains, se tirent la bourre. Hein, voilà. Et un petit peu de SFFF. Histoire de varier les plaisirs. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Voilà, et puis au niveau graphique, j'ai sélectionné que 2 mangas et 2 webtoons parce que c'est vrai que la plupart qui démarraient ce mois-ci, c'était surtout des trucs avec 15 milliards de tomes. Bon, j'essaye de mettre des séries plutôt courtes. Alors là, j'en ai mis un, on ne sait pas trop combien de tomes il va y avoir, mais je le trouvais assez fun, donc je vous l'ai mis quand même. Et voilà. Allez, bah du coup, on va attaquer avec la première sortie du mois, qui est un roman fantasy, voilà, Les 10 000 portes de January, d'Alix E. Harrow. Donc, dans ce petit livre, enfin ce petit livre, 528 pages quand même, c'est pas petit. En fait, on va être dans un monde. Alors, je pense qu'on va être dans notre monde. Non, je sais pas. Non, on va être dans un monde imaginaire. Mais en tout cas, on va suivre donc January, qui est une jeune femme. On aime bien les mois comme nom de... comme prénom. Les prénoms avec des mois. Qui est une découvreuse de portes. En fait, dans ce monde-là, on peut trouver des portes qui donnent sur des mondes inconnus qui sont en fait des mondes parallèles qui vont marquer votre destin, en gros, si j'ai bien compris. Et donc January, elle, c'est une orpheline qui va un jour, donc elle est, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est chargé un peu de découvrir ces portes-là. Mais un jour, elle va trouver un livre dans lequel il est conté l'histoire de 10 000 portes secrètes, d'où le titre, hein, voilà, qui sont les portes du monde de l'écrit. Et donc notre héroïne va se lancer à la recherche de ces 10 000 portes, et donc on va être un peu dans un truc, un peu un roman d'aventure, un peu... comment mince, je cherche le terme. Ah mince, chasse au trésor. Ouais, c'était pas ça exactement que je cherchais, mais un peu chasse au trésor, quoi. J'étais là, c'est quoi? Ah putain, mais c'est fou, j'arrive pas à trouver le terme. Avec le mot piste dedans. Ça va pas, hein, les trous de mémoire, là. Hein. Ah, tu l'as lu, Natacha, t'as eu du mal à accrocher. Ah, du coup, t'avais abandonné? Ou tu l'as lu en entier? Jeu de piste, merci. Purée, je sais pas pourquoi j'avais le terme course, j'avais le terme piste, et voilà, un jeu de piste. Voilà. Ça va être un peu, je pense que ça va être un peu ça. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, surtout que ça parle de livres. Ça parle de livres, de destin, de quêtes, etc. Donc, ça peut être assez sympa. Voilà pour celui-ci, donc qui sortira aux éditions Le Livre de Poche le 5 avril. Donc là, je crois qu'on va en avoir qu'un seul le 5 avril. Je
crois que d'habitude, la majorité, c'est toujours le premier mercredi du mois, quelque chose comme ça. Là, on va pas être là-dessus. Je crois que le plus gros des sorties, c'est le 20 avril. Ok, d'accord. D'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas dit, donc il y en a 24 en tout, hein. Il y a 24 sorties. Après la grosse vague de sorties de janvier, février, mars, là, en avril, ça s'est un petit peu calmé. La deuxième sortie, alors en vrai, je l'ai déjà lu, mais j'étais obligée de le mettre. Non seulement je l'ai déjà lu, mais c'est un tome 2, mais c'est pas grave, j'étais obligée de le mettre parce que c'est mon chouchou, Keigo Higashino, et que je ne peux pas ne pas mettre une sortie de Keigo Higashino. C'est tout, cherchez pas. Bon, en vrai, c'est pas un vrai tome 2 dans le sens où on retrouve le personnage principal. Le personnage principal était déjà dans un autre roman, mais c'est une enquête complètement différente, donc ça peut très bien se lire en one shot, c'est pas un souci. Donc c'est le nouveau de Keigo Higashino qui sortira donc chez Actes Sud dans leur collection Babel Noir, donc leur collection poche, polar poche. Et donc dans ce polar, on va suivre donc l'inspecteur Kaga, donc qui était déjà présent dans Les Doigts Rouges du même auteur. Qui va être muté dans un nouveau commissariat, d'où le fait que ça peut vraiment se lire en one shot parce que voilà, nouveau décor, nouveau personnage, nouvelle enquête, etc. Et il va se retrouver à enquêter sur le meurtre d'une femme qui a été retrouvée étranglée dans son appartement. Et cette femme, elle venait de divorcer et elle venait juste de s'installer dans le quartier. Et en fait, Kaga va interroger tous les gens du quartier. Et le truc, voilà, ce qui fait vraiment l'originalité de ce livre, c'est que à chaque fois qu'il va interroger une famille, il va y avoir une intrigue dans l'intrigue, en fait. Il va résoudre des petites énigmes, comme ça, à chaque fois, qui sont liées et qu'on pense directement être des indices de l'enquête, mais qui en fait non, mais qui quand même vont le mener à pouvoir résoudre l'enquête. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, à chaque fois qu'il va voir un truc suspect, il va se dire, ok, c'est parce que du coup la personne va être suspecte, etc. Sauf qu'au final, ce ne sera pas le cas, etc., etc. Mais sauf qu'il y aura une petite énigme à résoudre, et au final, en emboîtant tout, ça va résoudre l'enquête. Et c'est vraiment donc ce qu'on appelle une enquête à tiroir, hein, comme ça, c'est-à-dire que hop, tu résous petit à petit toutes les énigmes, mais au final, tu vas résoudre l'énigme principale. C'était absolument génial pour ça, voilà. C'est vrai que j'adore Keigo Higashino parce qu'il nous fait toujours des puzzles, il y a toujours du souci du détail. Les détails sont extrêmement importants à chaque fois. Donc voilà, j'adore pour ça. Ouais, je sais, Malo. Ah bah si, ouais, franchement, bah si t'as aimé Les Doigts Rouges, ouais, tu vas certainement aimer le nouveau aussi, qui est plus polar quand même. Le nouveau, c'est vraiment polar, hein. On n'est pas dans du thriller et tout, on est vraiment dans un truc énigme, etc., hein. Attention. Mais voilà. Ok, ok, Monica. Bon, je vois qu'il y a des fans de cet auteur. Ça fait plaisir. Ah oui, mais vraiment, c'est ça. Une construction diabolique, c'est exactement ça. Voilà, d'ailleurs, faut que là, prochain Lisons l'Asie, je vais me sortir des Higashino, là, encore. Clairement. Donc voilà pour celui-ci, donc qui sortira également le 5 avril. Le maître incontesté du polar japonais. Rien que ça. Ensuite, allez, le premier manga que j'ai mis parce que je le trouvais marrant, donc toujours le 5 avril. Ouais, du coup, je disais qu'il n'y en avait qu'un le 5 avril, mais non, je me suis foirée. J'ai rien dit, mais le plus gros des sorties, ça reste le 20 quand même, hein. Donc, sortira chez Mangetsu Night. C'est Night of the Living Cat, parce qu'il y a un jeu de mots, parce que en japonais, Nia, c'est le cri du chat. Voilà, donc ils ont gardé en français le titre original, même si forcément on comprend moins le jeu de mots. Mais bon. Double jeu de mots entre le Nia du miaulement et donc la référence évidemment à Night of the Living Dead, hein, la nuit des morts vivants.
Voilà, en plus ils ont fait un petit jeu de mots encore avec le Catpocalypse Now, donc qui est un autre film. Donc, alors voilà, moi j'ai trouvé ça complètement barré et fun, puisque en fait, on va être dans du post-apo où en fait, on va subir une pandémie qui va transformer les humains en chats. Voilà. Et donc du coup, évidemment, donc comme dans toute apocalypse zombie, puisqu'on est clairement dans une apocalypse zombie, les survivants vont lutter parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas seulement voilà le virus, c'est qu'il te transforme en chat et toi tu vas mordre un humain et donc l'humain va aussi se transformer en chat. C'est vraiment une apocalypse zombie, sauf que les zombies en fait c'est des chats. Et le truc c'est que parmi les survivants, on va suivre un homme qui s'appelle Kunagi, et donc voilà, qui tente de survivre, qui voit ses compagnons se transformer au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que il adore les chats et que du coup, il peut pas se résoudre à tuer ces petites boules de poils, voilà. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit par la morsure en fait, parce qu'on nous dit que les survivants se terrent pour échapper aux câlins. Donc, ça a l'air extrêmement drôle. Voilà, du coup, je regarde un petit peu les... Je regarde un petit peu les dessins parce qu'il y a des... Ce qui est bien, c'est que sur Amazon, il y a des planches. Les dessins ont l'air superbes. Pour le coup, les dessins sont super classe. Ah, c'est chiant, je peux pas vous les montrer là parce que j'ai réglé sur le PowerPoint, mais c'est très très beau. Si vous allez sur Amazon... Voilà, et donc pour l'instant, il y a que 3 tomes en cours au Japon. Donc il pourrait bien en avoir 30, 50, 100, je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mais voilà, je l'ai mis quand même parce que ça avait l'air bien rigolo. Oh, c'est trop mignon, Tessa, coucou Tessa. Merci pour ton petit message. Excuse-moi, je regardais pas le chat, du coup, je regardais mes anti-sèches. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup Tessa, t'es adorable. Ben, j'espère que ça que ça te donnera des idées de lecture et que ça continuera à te faire aimer les livres. Et coucou Jeanne, au passage. J'espère que tu vas bien. Et coucou Adeline. Voilà. Tiens, Adeline, ça pourrait te plaire, ça aussi, l'apocalypse chat. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Ça me touche. Ça me touche beaucoup, beaucoup. En plus, j'aime beaucoup ce prénom, Tessa, c'est très joli. Allez, je passe à la suite sur cette mignonnerie. Alors, on passe au 6 avril et on change complètement de style avec donc ce Pete From, le lac de nulle part, qui sortira donc chez Totem. Je sais pas si c'est un... S'il est sorti si, je crois qu'il est sorti en grand format parce que l'histoire me parle. Il a dû sortir en grand format. Parce que Gallmeister fait souvent des sorties directes en poche. Mais celui-là, il me semble qu'il est sorti en grand format. Hein. Le lac de nulle part. Donc, dans lequel... Alors, ça se passe au Canada. On va suivre des jumeaux qui s'appellent Trig et Hal. Donc, ils sont frères et sœurs. Ils n'ont plus de contact avec leur père depuis des années. Et un jour, leur père réapparaît. Et il les invite à faire une excursion ensemble. C'est-à-dire un mois à sillonner les lacs du Canada en canoë. Voilà, d'où le titre, d'où la couverture. Voilà, et donc les deux frères et sœurs sont super ravis de retrouver, voilà, de se retrouver eux déjà, et puis de retrouver leur père. Du coup, ils acceptent. Le souci, c'est que dès le départ, il y a un malaise qui s'installe. Parce que leur père a l'air de pas avoir vraiment bien préparé l'expédition. Alors que bon, c'est quand même pas rien, quoi, de se promener en canoë sur des lacs gelés comme ça. Et donc, ils vont s'enfoncer dans la nature sauvage et le comportement du père va devenir de plus en plus étonnant.
Et voilà, on n'en sait pas plus. Ça a l'air très intriguant. Alors, je vous avoue que moi, j'ai été spoilée par Babelio. Merci Babelio. Franchement, il n'y a pas plus spoilant que les tags Babelio. C'est assez énervant. Parce qu'il te spoil à chaque fois sur les thématiques. Et donc là, voilà. Comment te spoiler direct sur le problème du père. Donc n'allez pas voir les tags Babelio. Mais bon, voilà. En tout cas, ça a l'air quand même... mais même en ayant été spoilé, ça a l'air quand même vachement bien. Voilà. Bah, ça sort chez Totem. Même les totems sont de plus en plus chers. C'est ouf. C'est ouf. Mais oui, je suis con. Il existe en grand format puisqu'il est là sur Amazon. Je suis bête. Coucou Laurence, comment ça va? Ah, t'as pas aimé toi, Céline? Ah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as pas aimé? Oh, c'est trop mignon, Steph. C'est trop mignon. Ah ouais, c'est vrai, Steph? Ah oui, c'est con. Ah ouais, non, mais ouais, Wikipédia aussi, ça spoil de ouf, hein. D'ailleurs, quand je fais les lités rétro, je passe par Wikipédia, je suis obligée parce qu'il n'y a que Wikipédia qui va me donner les années, les dates de parution en France, etc. Mais j'essaye le moins possible de lire les résumés parce qu'à chaque fois, quand il y a marqué résumé, c'est résumé dans le sens strict du terme, c'est-à-dire que ça te raconte l'histoire en entier. Donc j'essaye de faire vraiment attention parce que c'est chaud quand même, quoi. Il y a un livre qui te tente et puis bon, bah ok, tu connais toute l'histoire, c'est foutu. Donc voilà. Bon, bah écoute. Allez, sur ce, on passe à la suite. Alors, on se retrouve avec un webtoon. Alors, celui-là, je vais certainement le recevoir. D'ailleurs, j'attends toujours de recevoir leur premier webtoon, là. Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils nous... est-ce qu'ils nous ont pas enfumé dans cette histoire? J'espère qu'on va bien le recevoir. D'ailleurs, je vais me rappeler à leurs bons souvenirs, là, à Keyword. Voilà, de toute façon, je vais attaquer le dernier que j'ai reçu, là. Bref, mais celui-là, pour le coup, j'aimerais bien le recevoir. Il a l'air assez cool. Ouais, ça fait très K-drama aussi, hein. Ça fait très drama coréen dans l'histoire, parce que c'est tout à fait le genre d'histoire qu'on retrouve dans les dramas, c'est-à-dire des romances fantastiques. Voilà, on est clairement là-dedans. Donc, Sa Majesté l'Idol, le tome 1 par Jong Chang-kyu et Im Soyeon. Dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ji-eun, qui a été propulsée dans le passé via un miroir, en fait. Voilà, on ne nous en dit pas trop plus. Et elle va se retrouver dans l'ère Joseon. Alors l'ère Joseon, elle est très très longue en Corée, mais bon, disons que ça correspond à entre notre Moyen-Âge et entre le Moyen-Âge et le début du XXe siècle, quoi. En gros, c'est ça. Donc, ça peut être... je crois que ça va de 1300 et quelques à 1910 quelque chose, hein. C'est vraiment... on est sur un truc on est sur un truc de 600 ans, quand même. Donc, c'est large. On ne sait pas exactement où elle va atterrir. Vu le costume du gars, à mon avis, on va plus être proche du Moyen-Âge, quand même. Ce qui équivaut un petit peu à l'ère Edo, pour les gens qui connaissent un petit peu le Japon. L'ère Edo au Japon, c'est l'ère des samouraïs, en fait, hein. Voilà. Donc, je pense que c'est l'équivalent un petit peu en Corée. Donc, elle va se retrouver là-bas. Enfin, là-bas, voilà, dans ce temps-là. Et elle va tomber sur le prince héritier de l'époque. Et il se trouve que le prince héritier, c'est le sosie de son meilleur ami dans le temps présent. Et son meilleur ami, c'est une star de K-pop. Comme de par hasard. Il y a beaucoup de fanservice, hein, dans les webtoons, on va pas se mentir. Et donc, elle va réussir finalement à retourner dans le présent, sauf que le prince va se retrouver pris avec elle dans la boucle temporelle, enfin dans le voyage temporel plutôt, c'est pas une boucle en l'occurrence.
Et donc le prince va se retrouver dans le présent. Et voilà, et le but, ça va être d'essayer de l'aider à retrouver son royaume. Sachant que on rappelle qu'il a un sosie dans la nature. Donc ça va vraiment, je pense, donner lieu à beaucoup de comiques de situations, de quiproquos, etc. Ça risque d'être assez drôle. C'est pour ça que ça fait vraiment très drama coréen. C'est vraiment le genre de truc, voilà. C'est le genre de drama qu'adore Kim d'ailleurs. Il adore les romances fantastiques. Donc voilà. On verra, mais ça peut être marrant. Hey, coucou Prissy. D'accord Céline, t'avais trouvé ça lent. Alors on parle pas de celui-là, hein, on parle donc du Pit From. T'avais trouvé ça lent, tu t'es ennuyé. Ah ouais, alors, il paraît que c'est très nature writing, hein, le Pit From, donc ça m'étonne pas. C'est sûr qu'il faut aimer le nature writing et donc que ça soit très très lent, très contemplatif, etc. Voilà, voilà. Pour celui-ci qui sortira donc le 6 avril aux éditions K-World, donc avec qui je suis en partenariat. Ensuite, alors celui-là, j'en avais jamais entendu parler, mais il m'a bien intrigué. C'est Narcogénèse de Anne Fakouri, qui sortira donc le 6 avril aux éditions La Talente. J'ai marqué que Atalante, c'est La Talente évidemment. Je crois que j'ai copié bêtement ce qu'il y avait sur, sur Amazon, mais c'est pas grave. Et donc dans cette histoire, donc on va être dans un roman fantastique où on suit une jeune femme qui s'appelle Louise, qui travaille dans un service de réanimation. Et en fait, quand elle peut, elle s'assoupit auprès des malades qui sont plongés dans le coma. Et en fait, elle a le don de voyager dans ce qu'elle appelle le monde des rêves. C'est le monde où les patients choisissent entre la vie et la mort. Donc ça, c'est un arc de l'histoire. Deuxième arc de l'histoire, on va suivre Simon, qui est flic, qui est un peu désabusé, mais aussi un peu... c'est surtout que c'est pas désabusé en vrai, je sais pas le bon mot, c'est surtout que il veut avoir une meilleure hygiène de vie parce que voilà, lui ce qu'il veut c'est vraiment aider les gens, voilà, nettoyer le monde, ouais, ils disent nettoyer le monde de son horreur et de sa tristesse. Et un jour, il y a un enfant de la DAS qui va disparaître. D'ailleurs, on dit plus la DAS aujourd'hui, mais bon. Qui va disparaître et qui va être retrouvé. Mais on ne sait pas s'il va être retrouvé mort ou vivant, ça on ne nous le dit pas. Qui va être retrouvé dans un parc. Et ce parc, en fait, c'est la propriété de la riche famille de Louise. Donc voilà ce qui va relier les deux personnages. Donc il y a un côté un peu... il y a un côté un peu polar thriller, je sais pas. Mais surtout, voilà, évidemment, le gros côté fantastique avec le monde des rêves, tout ça. C'est très, très intriguant. J'en avais jamais entendu parler. Je sais pas s'il y en a, si certaines d'entre vous. Ouais, le titre est cool, ouais. Ah, super, Laurence. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre. Mais moi, ça m'intrigue. La couverture est très belle en plus. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce dessin là. C'est très, très beau. Voilà, je connaissais pas du tout. J'essaierai de voir si je peux me le procurer. On nous dit que c'est un hommage à, à Sandman de Neil Gaiman, donc le marchand de sable. Hein. Voilà. Bon, les références sont jamais vraiment ce qu'elles sont, mais... Ouais, bah c'est du poche, hein, donc voilà, 9 euros. Voilà, et c'est vrai que même en grand format, il était pas très cher, 20,50 €. Ça paraît, c'est fou, hein, parce qu'en vrai, c'était les tarifs normaux hein, à une époque, hein, et maintenant, ça nous paraît pas cher du tout quand on voit qu'ils sont souvent à 25 balles. 20 €, ouais, c'est pas cher. C'est fou quand même, alors qu'avant, c'était la norme, 20 €, c'était la base du livre grand format, quoi. C'est incroyable, et même livre de poche, c'était 7-8 €, pas plus. Maintenant, ils sont à 10 €, c'est... Bref. Voilà. Alors ensuite,
Ensuite. Donc celui-là, j'étais obligée de vous le mettre. Après, c'est pas celui qui me tente le plus, je vous avoue. Donc le goût sucré des pastèques volées de Kei Sheng, qui sortira le 7 avril, chez Piqué, évidemment. Alors là, voilà. Alors là, c'est bizarre parce que leur format broché est pas cher. Il est à 17 €, mais leur format poche est cher. Je pense que ça vient du fait peut-être qu'il n'y a pas grosse différence entre leurs brochets et leurs poches. Leurs brochets sont pas très gros, en fait. Et en plus, ils ont la même couverture. Donc, du coup, c'est pour ça que les brochets sont pas très chers. Après, par contre, les poches me paraissent chères pour ce qu'ils sont. Hein, parce que en plus, on est sur du 208 pages. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc 11 € pour 208 pages, là ça fait cher. Là ça fait vraiment cher. Donc là, alors Kei Sheng, juste pour la précision, moi je l'avais déjà lu, j'avais lu Un paradis, qui était une sorte de dystopie un peu féministe, dans lequel on suivait des femmes enceintes qui étaient regroupées dans un espèce de foyer spécial où en fait elles étaient là uniquement pour engendrer, quoi. C'était, voilà. Ça ressemblait pas mal à La Servante écarlate, en ce sens-là. Mais j'avais pas trouvé ça si féministe que ça, au final. Je trouvais que le message n'était pas forcément très clair. Et surtout que... Ouais, on était plus sur un truc un peu contemplatif, un peu introspectif, que sur quelque chose de vraiment politique. Et là, du coup, je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce que, en fait, dans ce livre, on suit... Alors, ça va sans doute plaire aux boomers, hein, mais bon. On suit une petite fille. Ouais, c'est ça. On suit une petite fille qui a grandi donc dans la campagne en Chine, hein, dans la campagne de Hunan. Et donc, on va beaucoup nous parler de la nature, voilà, les plantes, les fruits, l'eau, etc., les arômes, la nourriture. Voilà, ça va être très tradition, campagne, tout ça, tout ça. Pareil, un peu la précarité, mais la précarité qui finalement n'était pas si grave parce que les gens, voilà, quand on dit ils ont rien mais ils donnent tout, voilà, les gens étaient assez solidaires, on s'entraidait, on mangeait pas toujours à sa faim, mais ça allait, bon bref, voilà. Et mais la petite fille, je sais pas si elle, en fait, je sais pas si c'est autobiographique ou pas, parce qu'on nous donne pas le nom de la petite fille. Alors bon. Peut-être un peu quand même, je pense. La petite fille, elle en a un peu marre de cette campagne. Voilà, elle a envie de déployer ses ailes et d'aller parcourir le monde, en tout cas de découvrir ce qu'il y a au-delà de la rivière. Et elle va réussir, voilà, elle va réussir. Alors on ne dit pas comment, où elle va atterrir, etc. Mais on va nous dire que ça va tuer ce qui faisait la joie de son enfance. Et que voilà, finalement la liberté n'était pas celle qu'elle attendait. Bon, vous avez compris pourquoi j'ai peur. Voilà, surtout qu'on nous dit que Kei Sheng dénonce les ravages de la modernisation, ce avec quoi je suis plutôt d'accord, hein, en vrai, voilà, oui, effectivement, que c'est triste que voilà qu'il y ait eu des usines, des immeubles et tout ça pour détruire ces campagnes. Mais en même temps, bah voilà, le truc de c'était mieux avant, moi ça me saoule personnellement. Voilà. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, le titre fait feel good, mais je suis pas sûre que ce soit très feel good au final. J'ai l'impression qu'on est dans un truc un petit peu réac quand même. Et du coup, je sais pas, voilà. Celui-là me fait un petit peu peur, hein, honnêtement. Parce que depuis que j'ai lu Un paradis, j'avais quand même été assez déçue par Un paradis. Parce que je trouvais que ça dénonçait pas ce que ça aurait dû dénoncer. Là, voilà. Surtout que bon, les gens qui dénoncent la modernisation alors qu'ils y ont largement participé, c'est...
Quand aujourd'hui les jeunes se tuent pour dénoncer justement les ravages de cette modernisation qui a causé le réchauffement climatique et qu'ils s'entendent dire par les boomers, alors que les boomers c'est les premiers à dire c'était mieux avant, que ouais on s'en fout de l'écologie, bah faut savoir hein. Donc dénoncer les ravages de la modernisation, oui, quand c'est pour un message écologique, quand c'est juste pour dire c'était mieux avant, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire comme conclusion. Allez, je passe à la suite. Donc celui-là, par contre, il a l'air absolument terrible. The Good Girls de Sonia Faleiro, qui sortira le 12 avril chez J'ai lu. Et donc là, on va être en Inde, voilà, en Inde en 2014, dans un petit village du nord de l'Inde. 2 adolescentes qui sont cousines et qui sont amies vont disparaître et elles vont être retrouvées le lendemain pendues à un arbre. Et donc on va nous raconter ce qui s'est passé pendant ces quelques heures entre le moment de leur disparition et le moment où elles vont être retrouvées pendues. Et donc, en fait, on va suivre les habitants, hein, et on va suivre un peu la rumeur qui dit que, alors évidemment, qui rejette la faute sur ces pauvres adolescentes, parce que, si elles sont sorties la nuit, elles ont forcément fait quelque chose d'indécent, c'est pour ça qu'elles ont été punies, etc. On va suivre leur famille qui veut à tout prix préserver sa réputation. Voilà, donc tout ça évidemment dans une société très très hiérarchisée, hein. On le sait qu'en Inde, voilà, les gens sont répartis par caste et où la place des femmes est pas du tout enviable et qu'on leur demande juste de préserver leur honneur, mais que la moindre petit écart qu'elles vont faire, elles vont être déshonorées. Voilà, et donc le plus important dans cette histoire, c'est que c'est inspiré d'un fait divers connu, en fait. Voilà. Donc, clairement, là, celui-là, je veux absolument le lire. Et donc, il va être très bien pour Lisons l'Asie. Voilà. Ça a l'air trop, trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, il me hype. Alors, même si effectivement on connaît un peu la condition des femmes en Inde, mais là, voilà, le fait que ce soit un fait réel, je pense que ça va être vraiment glaçant, vraiment parlant. Et voilà. Voilà. Mais ça va être très trigger warning aussi, je pense. Je pense. Voilà, c'est ça, Malo. C'est ça, il va certainement être dur, mais très très intéressant. Oui, Malo, je pense que c'est tout à fait le genre de livre que tu aimes, toi, te connaissant à force. Mais voilà. C'est au mois de juin, Laurence. Ça sera juin-juillet. Voilà, on n'y est pas encore, mais mine de rien, dans 2 mois, dans 2 mois et des poussières, on y sera. Ça va passer vite, hein. Ah ouais, Adeline, tu me tiens au courant hein, quand il y a des arrivages piqués. D'ailleurs, c'est vrai que je pense jamais aller à Nos. J'en ai un en face de mon boulot. C'est vrai que je pense à y aller. Ouais, c'est ça. Et moi aussi, du coup, je suis clairement dans la cible, honnêtement. Mais voilà. Clairement. On se fera peut-être... si on se le procure, Malo, on se fera peut-être une lecture commune pour Lisons l'Asie. Pourquoi pas. Toi aussi, Émilie, te tente. Ouais, donc voilà pour celui-ci. Donc c'est bien de savoir qu'il sort en poche. Ok, cool. Ensuite, alors celui-là, je l'ai déjà en grand format. Héloïse de Ophélie Cohen, qui sortira le 12 avril. Et en fait, de le revoir comme ça m'a donné envie de le sortir. Il faudra... En plus, c'est con, là, j'aurais pu le sortir au mois de mars. Tiens, il rentrait bien dans des gommes tapales avec un prénom dans le titre. Un prénom de femme dans le titre. Il est pas très long. Je vais peut-être... je me le sortirai peut-être, tiens. Si j'ai le temps.
Parce que là, j'ai quand même... J'ai avancé assez vite dans mes lectures, donc il y a moyen. On va voir, on va voir. On va voir. Parce qu'il y a d'autres livres aussi qui me tentent pas mal. Donc, dans ce roman, donc il était sorti chez IFS à la base, et là, il sort chez HarperCollins Poche. On va suivre une jeune femme qui arrive à la veille de ses 30 ans. Et en fait, on va... Alors, on nous en dit pas plus, on nous dit juste que au cours d'une nuit, elle va se dévoiler parce qu'elle a des souvenirs et des remords. Et en fait, voilà, elle va nous raconter un petit peu sa vie et notamment donc son enfance traumatisée parce qu'elle a été ballottée de foyer en famille d'accueil. Merci Bubu, coucou Bubu, merci pour ton abonnement. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien du coup. Ça fait plaisir de te voir. Et donc voilà, on va suivre cette jeune femme qui nous raconte donc voilà son enfance, des décès autour d'elle. Elle a perdu beaucoup de gens qui lui sont chers. Et en fait, elle va osciller en fait entre sa partie ombre et sa partie lumière finalement. Et donc voilà, et elle va nous amener effectivement à nous interroger sur, voilà, sur nos propres zones grises. Voilà, je suis curieuse, je sais pas, je suis curieuse de savoir ce que Ophélie nous a fait. Ophélie qui est très sympa, qui est, pour info potin, hein, la compagne de... Comment il s'appelle? Merde, ça y est, j'ai un trou. C'est un auteur. Attendez 2 secondes, je vais vous dire ça dans quelques instants. Je me rappelle du nom de ses romans, mais pas de... C'est l'auteur de Répercussions, Xavier Massé. Ah, voilà, en fait, quand j'ai dit Répercussions, j'ai percuté, voilà. C'est la compagne de Xavier Massé. Voilà. Et les deux sont très sympas, d'ailleurs. Mais ouais, ça a l'air intéressant, je sais pas, voilà. Donc, on nous dit que c'est un roman noir. Et on va être vraiment en introspection, dans la tête d'une femme. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ouais, et peut-être je le sortirai ce mois-ci, on verra. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, celui-là, je l'ai mis quasiment presque que pour la couverture, tellement il est beau. Le parfum des cendres de Marie Manger. Qui sortira donc le 12 avril chez... j'ai lu, d'ailleurs, Marie Manger, je sais pas, oui, je pense qu'elle est française, ça doit se prononcer Manger, je suppose. Je pense pas que ce soit Mantresse, sinon ça serait Maria, peut-être, je sais pas, je fais des suppositions. Bref, voilà, bon, moi j'ai vu la couve, en plus il y a écrit Marie Manger donne un héritier au parfum de Patrick Suskind. J'ai fait bon, ok, je suis obligée de le mettre. Ce qui est marrant, c'est que la couverture du format, du grand format, elle est assez moche. Je la trouve... je me la remets. Ouais, franchement, je la trouve un peu moche. Il est sorti aux éditions Finitude, pour info. Voilà. C'est pas ouf. C'est une espèce de fleur orange. Une illustration pas très ouf. Alors que là, la couverture est vraiment magnifique. Donc, dans cette histoire, on va suivre un homme qui s'appelle Sylvain, qui a le don de cerner les personnalités grâce à leurs odeurs. Personnalité des gens grâce à leurs odeurs. Voilà, plutôt. Et même celle des morts dont il s'occupe, puisqu'il est embaumeur, Sylvain. Et en fait, il arrive à dresser des portraits des défunts juste avec leurs odeurs. Bon, vous voyez le rapport un peu avec le parfum. Et on va suivre aussi Alice, qui est étudiante et qui est fascinée par sa profession, en fait, par la profession d'embaumeur.
et qui a envie de connaître le secret de Sylvain. Voilà pourquoi est-ce que, déjà pourquoi est-ce qu'il arrive à dresser ses portraits et pourquoi est-ce qu'il semble plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants. Et voilà, et donc on va suivre Alice qui va tenter de percer le secret de Sylvain. Et aussi on nous dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, on nous dit le secret qui l'empêche de respirer depuis 15 ans. Voilà. Déjà rien que cette phrase me fait dire que ça peut être super intéressant. Ouais, c'est clair Adeline, c'est sûr, ça passe ou ça casse, hein, malheureusement. Non, c'est pas young adulte, hein, c'est pas young adulte, c'est adulte là pour le coup. C'est pas du tout du young adulte. Ouais, je sais pas. Je dirais pas que la couverture fait penser à du young adulte, mais ça peut, mais pas pour un poche. Si ça avait été un grand format, je t'aurais dit oui, mais pour un poche, je sais pas. Aurélie vendu. Ouais, ça a l'air vachement cool en tout cas. Voilà. Bon, il est pas très long, hein. 224 pages, c'est assez court. Mais ça peut suffire. Moi, des fois, j'aime bien quand c'est court, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas Magda qui demandait en story, qui demandait des romans courts. Voilà. On en a eu là des romans courts. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû lui dire. J'ai pas pensé. J'aurais dû lui dire regarde chez Piki. Les romans japonais. Je vais lui dire. Ensuite. Alors, celui-ci, je l'avais déjà repéré à sa sortie parce que forcément, Clémentine Beauvais, j'adore cette autrice. C'est Sainte Marie Marguerite. Non, pourquoi je dis Sainte Marie Marguerite à chaque fois? Sainte Marguerite Marie et moi. Voilà. De Clémentine Beauvais. Qui sortira donc le 12 avril également, toujours chez J'ai lu. Et donc là, dans cette histoire, on va suivre Clémentine, qui est une jeune femme très féministe, qui est agnostique, voilà, elle n'est pas du tout croyante, voilà, qui est même très, voilà, très féministe, végétarienne, écolo, tout ça, un petit peu le cliché, qui un jour va se retrouver, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle va devoir enquêter sur son aïeul, qui s'appelait Marguerite Marie à la coque. Je viens de percuter en lisant le nom. J'avais pas fait gaffe la première fois. Du coup, je comprends la couverture. Bref. Bon, c'est l'humour de Clémentine Beauvais, en même temps, ça m'étonne pas. Donc, à la coque. Qui était une religieuse. Voilà, qui était une religieuse, même on nous dit une apôtre du Sacré-Cœur au XVIIe siècle. Et Clémentine, ah oui, voilà, en fait, si on sait plus ou moins pourquoi elle se retrouve à rechercher un peu ses racines, c'est parce que elle est enceinte et sa grand-mère commence à perdre la mémoire. Et donc Clémentine s'interroge un peu sur ce qu'a été sa famille. Et voilà, et donc on nous dit, voilà, c'est rigolo parce que voilà, on nous dit que voilà, qu'il y a un humour très bienveillant. Que voilà, que du coup ça va être la confrontation entre la nana très féministe qui va rencontrer, qui va découvrir le monde catholique, hein, ultra catho, et ça risque d'être un peu décalé, et voilà, moi j'adore l'humour de Clémentine Beauvais, donc ça c'est un livre, si je le trouve, voilà, j'irai avec joie. Voilà pour celui-ci. Ah, c'est vrai, Malo? Ah, c'est cool. Tu parles de celui-là ou de celui d'avant? Le parfum des cendres. Ensuite, ouais, il y a une histoire de voyante aussi dedans. J'ai oublié de le dire d'ailleurs. Il y a une histoire de voyante. Voilà. Tout ce que je peux en dire pour le moment.
Alors, la suite, cette fois, c'est du young adulte, Scholomance. Alors, du coup, maintenant qu'il sort en poche, on a donné un nom à la saga, puisque à la base, le titre du grand format, c'était Éducation meurtrière, hein, il n'y avait pas de Scholomance. Donc, c'est le nom de la saga Scholomance de Naomi Novik, et donc le premier tome, c'est Éducation meurtrière, qui sort donc en poche, toujours le 12 avril. Oui, c'est vrai qu'il y avait une vague aussi le 12 avril quand même. Toujours chez J'ai lu. Voilà. Et donc là, on est dans la fantasy, on est surtout dans un Dark Academia. Donc c'est une trilogie, hein, c'est le premier tome d'une trilogie. Là, je crois que le tome 2 est déjà sorti en grand format, il me semble. Pas de tome 3, enfin si, il y a un tome 3, mais pas encore sorti en France. Et donc, on va être dans une école de magie. Donc un peu à la Harry Potter, sauf que là, on est en version plus trash, hein, puisque le moindre échec signifie la mort. Voilà. Donc c'est un peu Squid Game, mais c'est voilà, c'est la rencontre entre Squid Game et Harry Potter. T'as intérêt à pas te foirer, sinon tu meurs. Et donc, dans cet établissement, voilà, c'est pas très très bienveillant. Alors en plus, on nous dit qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de vacances non plus. Merci Viviane. Merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est adorable. Moins joli la mort quand tu échoues, ouais. C'est clair. Ouais, et c'est vrai que le grand format avait beaucoup fait parler de lui. Enfin, j'y viendrai après. Et donc voilà, on nous dit, voilà, et qu'il n'y a pas, voilà, les élèves ne sont pas amis, sauf stratégiquement. Ça a l'air hyper sympathique comme ambiance, hein, dans cette école. Et on va suivre Galadriel, putain, par contre, le prénom, s'il vous plaît. Bon, passons sur le prénom. On va suivre Galadriel. Qui va entrer en première année dans cette école et qui a un pouvoir assez puissant. Du coup, elle s'inquiète pas trop. Voilà, pour elle, elle est bien préparée. Voilà, pas de souci. Mais en fait, elle va vite se rendre compte qu'il va y avoir un problème parce que elle a une magie tellement puissante qu'elle pourrait tuer tous les autres élèves. Voilà, tout ce qu'on nous dit. Et effectivement, ouais, ce livre avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. J'avoue que moi, j'étais bien hypée aussi, honnêtement. Du coup, là, c'est cool qu'il sorte en poche. Il sort assez rapidement en poche, hein, pour un young adulte parce que, honnêtement... D'ailleurs, attendez, je dis young adulte, mais en vrai, je me souviens que le grand format n'était pas en young adulte, hein. À Cultura, il était chez les adultes, hein. Il était côté fantasy. Voilà, pour information. Donc je suis pas sûre que ça soit du young adulte et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il sort aussi vite en poche parce que en général les young adultes ils mettent plusieurs années à sortir en poche. Jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Donc oui, on est plus sur de la fantaisie adulte en vrai, même si ça se passe dans une école. C'est vrai que le fait que ça se passe dans une école, on associe ça au young adulte, mais en fait non. Voilà, donc même moi j'ai préjugés. Bah là, Galadriel, il est facile à retenir, vu que c'est, enfin, pour moi, clairement Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà. Mais je suis pas fan du fait de reprendre un prénom aussi courant, quoi. C'est bizarre, c'est comme si il y avait un personnage qui s'appelait Yoda, ou enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Pour moi, c'est, voilà, le prénom est assorti à son œuvre, et du coup, le reprendre, enfin, je sais pas. Bon, bref. Coucou Miss Vane, comment ça va? Donc voilà pour celui-ci qui me hype pas mal en tout cas. Alors celui-là je l'ai mis parce qu'il va être adapté en série. Vraiment je l'ai mis pour ça. Parce que honnêtement s'il n'avait pas été adapté en série je me serais pas trop penchée dessus. D'ailleurs je me souviens que quand il était sorti en grand format, je sais même plus si je l'avais mis dans les sorties en fait. Mais j'étais pas hypée de ouf. La dernière chose qu'il m'a dite de Laura Dave, qui sortira donc le 13 avril chez Pocket,
Et donc, il va faire l'objet d'une adaptation en mini-série sur Apple TV. Et avec Jennifer Garner, quand même. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien. Et dans ce livre, on va suivre donc Anna. Anna, dont le mari va disparaître. Le mari qui s'appelle Owen va disparaître. Mais elle va recevoir un mot de sa part qui lui demande de protéger sa fille. Enfin, leur fille en l'occurrence. Ou leur fille, non, sa fille. Ah, peut-être que c'est pas sa fille à elle. Peut-être que c'est que sa fille à lui. C'est possible. Bon, on sait pas. Pour l'instant, en tout cas, fille de 16 ans qui s'appelle Bailey, avec laquelle elle entretient des rapports conflictuels, donc ce qui serait d'autant plus logique que ce soit pas sa fille à elle. Et en parallèle, on a le FBI qui va arrêter le patron d'Owen. Donc on rappelle que Owen c'est le mari disparu. Et le FBI va arrêter le patron. Et des agents de police vont faire irruption chez Anna. Et donc elle va découvrir évidemment des choses sur son mari. Voilà, on ne dit pas quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mère et la fille, ou la belle-fille, je ne sais pas, vont devoir s'allier pour découvrir la vérité sur Owen. Voilà. Ça a l'air assez classique, mais je me dis que si c'est adapté en mini-série, c'est que ça doit peut-être sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc ça peut être pas mal. Si ça sort en poche, ça peut être l'occasion. Ah, tu l'avais lu, Viviane, alors t'avais aimé? Parce que j'ai pas vu de retour sur celui-ci d'ailleurs. C'est un hommage, oui, certainement, Adeline. D'accord, ok, t'avais bien aimé, toi. Très bien, très bien. Mais écoute, possible que je le lise aussi, on verra. On verra, on verra. Voilà pour celui-ci. On passe au suivant, toujours le 13 avril sortira Les routes oubliées de S.A. Cosby, toujours chez Pocket, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on va être aussi dans un thriller, mais bien différent, puisque on va suivre donc Beauregard. Beauregard, c'est un Afro-américain, voilà, il vit dans le sud des États-Unis et c'est un ancien délinquant. Il a fait de la prison pour ça, il a purgé sa peine et en fait, il s'est repenti. Il a retrouvé sa famille, voilà, il est père, il est mari. Il veut mettre ses années de délinquance derrière lui. Voilà, en fait, donc pour info, il était chauffeur, hein, vous savez, quand il y a des braquages, des casses, etc., il y a toujours un chauffeur qui vient chercher, etc. Donc c'était son rôle à lui. Voilà, comment il s'est retrouvé après en prison. Et donc voilà, lui, il aspire à la stabilité maintenant. Mais le souci, c'est que il n'a pas trop d'argent et que à un moment, évidemment, on va lui proposer de retourner là-dedans. Et comme il a besoin d'argent, le coup classique, il va se laisser avoir. Et voilà, en plus, ça a l'air d'être un coup facile, un braquage dans une petite bijouterie. Voilà, piste intraçable, etc. Sauf que malheureusement, le casse va tourner mal. Et pourquoi j'ai mis le terme racisme, puisque en fait s'il a besoin d'argent, etc., c'est parce que voilà, il va beaucoup subir le racisme. Alors on nous dit pas trop par quel truchement, mais bon, j'imagine bien que par exemple il n'arrivera pas à trouver du travail, surtout s'il est sorti de prison, hein, il y a ça aussi. Je pense que ça va tourner pas mal autour de ça, parce qu'on nous dit que la vie d'un afro, voilà, surtout dans une petite ville rurale, la vie d'un afro-américain ressemble souvent à un couteau planté sous la gorge. Voilà. Ça a l'air vachement intéressant, en tout cas. Ce petit roman noir social. Hein. C'est flou ce qui est écrit en rouge. Les routes oubliées, je dis Laurence. Ou alors ce qui est dans le petit macaron, c'est sélection prix
Ouais, sélection prix nouvelle voix du polar, voilà. Mais sinon, c'est pas flou, Laurence, hein. Je pense plutôt que c'est trop petit peut-être sur ton téléphone, à mon avis. Ça, c'est fort possible. Je t'en prie. Ensuite, toujours le 13 avril. Celui-là, je sais qu'il est assez attendu. C'est pour ça que je l'ai mis. Sortira en poche, donc Sans issue de Joy Fielding. Chez Michel Lafon Poche. Et je découvre que Michel Lafon ont un format poche aussi. Voilà. Parce que je pense que ça doit être assez récent, hein. Ça se diversifie pas mal dans les maisons d'édition, les formats poche maintenant. Donc là, on nous dit pas grand-chose, hein. On dit pas grand-chose, le synopsis est très laconique. On est dans une impasse, voilà, dans une impasse dans le sens strict du terme, hein, c'est-à-dire dans une rue qui se termine en impasse. On suit 5 familles qui sont dans 5 très belles maisons, voilà, donc c'est des familles assez aisées, qui ont des vies de rêve, en tout cas en apparence, mais évidemment derrière ces apparences, il y a des secrets, des colères, des peurs, des drames, etc. etc. Enfin, des drames en l'occurrence, il va y arriver un drame. Voilà. Et on n'en sait pas plus. Mais je sais, voilà, là pour le coup, je n'ai vu que des bons retours sur celui-ci. Donc c'est un qui pourrait être sorti assez... oui, parce que je l'ai déjà en vrai, mais c'est un qui pourrait être sorti assez prochainement. Voilà. Et du coup, je pense que ça vous intéresse de savoir qui sort en poche. Oui, Natacha pour le précédent, ouais. Je sais pas si ça... Je pense, à mon avis, que ça va en parler. De l'impossibilité de se réinsérer, ça me paraît logique. Ah oui, Viviane, t'en as lu plusieurs de cette autrice? D'accord, ok. Mais pas celui-là, par contre. C'est étonnant. Moi, je connais pas du tout cette autrice, mais je demande à la découvrir. Franchement, celui-là, il me hype pas mal, j'avoue. J'avoue. Ça pourrait être un prochain livre. Ensuite, donc, toujours le 13, sortira Le secret de Mona de Patrick Bard aux éditions PKJ. Donc là, on est cette fois sur du young adulte. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs, tiens. Il n'y a, pas beaucoup de young adulte hein, dans ma sélection, pour le coup. Peut-être un ou deux. Mais voilà, d'habitude, j'en mets quelques-uns. Mais là, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, dans ce roman contemporain, peut-être un peu noir, on va suivre Mona. Mona est une jeune fille, une adolescente en l'occurrence, qui essaye d'être invisible aux yeux de tous. Voilà. Elle veut se faire oublier. Jusqu'au jour où son petit frère va être pris d'une forte fièvre et elle va devoir le conduire en urgence à l'hôpital. Vous allez me dire, mais pourquoi elle n'a pas de parents? Mais justement, je pense que c'est un peu, ça fait partie un peu du sujet de ce livre. Puisque, donc, on va nous dire, voilà, elle emmène son petit frère aux urgences. Et c'est là que, en fait, donc elle fonce aux urgences et elle va se faire arrêter par les gendarmes parce qu'elle a grillé un stop. Pas grand-chose, mais voilà. Et sauf que le truc, c'est que Mona est trop jeune pour conduire. Et donc là, les gendarmes vont s'interroger sur cette jeune fille et découvrir son secret. Alors, encore une fois, j'ai été spoilée par Babelio. Voilà. Pas que Babelio d'ailleurs, parce qu'ils nous le disent aussi un petit peu sur le truc. Alors, je pense que la couverture, pas la couverture, la quatrième de couverture spoil. Donc je ne vous dirai pas, voilà, je vous dis juste ça, mais je vous ne dirai pas la première phrase de la quatrième de couverture. Parce que je trouve que, voilà, je trouve que ça spoil, je trouve que c'est dommage d'appeler un livre Le secret de Mona si on nous dit direct Le secret de Mona. Voilà.
C'est comme Raison obscure d'Amélie Antoine, voilà, Raison obscure. D'ailleurs, pareil, le titre, Raison obscure, justement, parce que quelles sont les raisons de tout ça? Bah, justement, les raisons, c'est la thématique, et la thématique, elle était spoilée, et d'ailleurs, Amélie était dégoûtée par rapport à ça. Voilà, et moi, j'ai eu de la chance de ne pas m'être fait spoiler, donc je l'ai découvert, et c'est vrai que, voilà, c'est toujours mieux de découvrir par soi-même ce genre de thématique en lisant le roman, et pas dès le début, quoi. Voilà pour information. Donc ne regardez pas la quatrième de couverture. Après, c'est pas un truc de ouf non plus, mais cela dit, ça promet d'être intéressant. On est encore dans un truc un peu social, hein, pour information, voilà. Ouais, je sais, parce qu'on nous dit, ouais, le secret, nan, le secret, et puis on nous dit dès le départ ce que c'est le secret, en vrai. Il est où le secret, là? Parce qu'après, j'ai regardé sur Babelio, oui, bah voilà, c'est ça le secret, hein, C'est dommage, je trouve que c'est dommage. Mais bon, voilà. En tout cas, il m'intrigue pas mal, celui-ci. Et encore une fois, voilà, un young adulte qui sort en poche, c'est rare. Donc, c'est assez rare pour être signalé. Et surtout qu'ils sont pas chers, hein. Voilà, le grand format, il était à 16,95 €. On n'en voit plus des comme ça, hein. Maintenant, c'est les poches qui sont à ce prix-là. Presque. Quand on voit le prix des totems, ouais, on n'est pas loin. Le secret de Mona révélé, ouais, c'est ça. Exactement. Bref, donc voilà. Voilà. Mais ça a l'air assez triste et pesant comme livre. Du coup, même si je connais la thématique, j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite, donc celui-là aussi, je pense qu'il était très attendu en format poche. Je suis le feu de Max Monaghan, la nouvelle reine du thriller, qui sortira le 14 avril aux éditions Point. Donc, alors, pareil, c'est un tome 2, j'ai oublié de le préciser, c'est un peu aussi un tome 2, puisqu'on retrouve un personnage qui était dans le tome 1, mais pareil, a priori, ça peut se lire indépendamment, donc c'est pas trop grave. Donc, je l'ai mis quand même. Voilà. Puisque le tome 1, c'était Sombre, que j'avais lu, que j'avais plutôt bien aimé. Bon, ça n'a pas été... ça m'a pas marqué ma vie de lectrice non plus, on va pas se mentir. C'était sympa à lire, mais voilà, j'en garde pas un souvenir impérissable. Mais il paraît que Je suis le feu est beaucoup mieux. Donc, alors, moi je l'ai déjà, hein, mais du coup, voilà, j'ai très envie de le lire. Donc, dans ce tome 2, si on peut dire, on est à La Rochelle. Et en fait, il va y avoir des mères assassinées en présence de leur fils. Voilà. Et l'enquête des flics piétine. Et on va suivre, donc on va retrouver Victor, qui est psychologue carcéral, donc qui était déjà dans le tome 1, voilà. Qui est psychologue carcéral à la prison de l'île de Ré. Et donc qui va partir, qui va traquer le tueur, en fait, hein. Voilà, donc on nous en dit pas plus. On nous en dit pas plus, c'est assez... pareil, c'est laconique, mais voilà. Bon, moi j'en ai vu que des bons retours aussi, donc pourquoi pas. Voilà, Natacha, pareil. Pareil que toi, j'ai bien aimé. Et bon, comme on dit que ce tome 2 est meilleur que le premier, eh ben écoutez, moi je dis vendu, hein. Oui, le royaume du thriller est bien vaste, ouais, c'est clair, on est d'accord de là à dire que c'est la nouvelle reine du thriller, j'irai pas jusque-là, je pense. Après, elle est absolument adorable, hein, l'autrice, pour l'avoir rencontrée au Quai du Polar. Elle est hyper gentille, elle est toute mignonne. Voilà. Mais c'est cool, justement, c'est cool d'avoir des nouvelles voix du polar comme ça, des femmes. Je trouve ça cool. Oui, c'est possible, Babs, pour le livre précédent, qu'on l'apprend peut-être dès le début, mais je suis pas sûre parce que, comme on nous dit le secret de Mona, ça serait un peu dommage que sur un titre pareil, on nous dise dès le début le secret, quoi. C'est pour ça que je pense pas, honnêtement, je pense pas. Parce que, vu comment la quatrième de couve est racontée, ça laisse présager on va le savoir beaucoup plus tard. Voilà. Ok, Viviane. Ah oui, toi, t'avais adoré. Coup de cœur pour toi. Ok. Très bien fait et différent des autres. Bah franchement, ouais, j'ai très hâte de le lire, celui-ci, pour le coup.
Putain, il y a plein de trucs que je vais avoir envie de sortir là, ça va pas ça, hein. J'ai déjà ma palle d'avril de toute faite en plus. Arrêtez, ça suffit. Allez, je passe à la suite. Voir un petit coup. Et donc, on retrouve un essai, le seul de la liste. Il s'agit de Sex and the Series de Iris Bray aux éditions Point. Voilà, donc édition bien connue hein, pour ces petits... enfin, collection plutôt, c'est pas édition, c'est collection qui est connue pour ces petits essais comme ça. Intéressant. Donc là, en fait, on va être typiquement dans l'analyse des séries télé, donc du point de vue féminin et féministe, et surtout au niveau de la sexualité, en fait. Voilà, on va vraiment... on va être vraiment focus sur la sexualité des femmes dans les séries télé, tout simplement. Donc, notamment, voilà, justement, le titre fait référence à Sex and the City, hein, qui a été une des premières séries à parler de la sexualité féminine sans tabou, et à dire que, oui, les femmes pouvaient aussi coucher pour le plaisir, et même après 40 ans. Voilà, donc oui, ça a été, même s'il y a beaucoup de choses problématiques dans cette série, ça a été quand même une révolution. Et donc à partir de là, elle va parler aussi d'autres séries. Voilà, moi je pense pas que je l'achèterai. J'attendrai de voir les retours. Parce que bon, là, je viens déjà de m'enfiler un essai qui parlait énormément aussi des séries. Donc je pense que là, je commence à connaître un peu le truc. C'est pas le premier essai qui en parle en plus que je lis. Voilà, les séries télé, c'est un sujet qui est assez présent dans les analyses féministes. Donc voilà. Mais ça peut vous intéresser. Donc je l'ai mis. Ah d'accord, Émilie. C'est sorti en 2018. Il a fallu 5 ans quand même pour que ça sorte en poche, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça peut être extrêmement intéressant si vous regardez beaucoup de séries télé, que vous vous intéressez un peu à cet aspect-là. Voilà pour celui-ci. Hop. Et donc, le suivant, on retourne dans du thriller avec Après le crime de R.H. Heron. Heron. R.H. Heron. Je prononce hyper mal. Donc il sortira le 19 avril, cette fois on passe au 19 avril, au livre de poche. Et donc on va être en Californie, on va suivre une femme qui s'appelle Laurie, qui travaille au 911, donc au 911, le standard des urgences de la police, comme chacun sait, dans une ville du nord de la Californie. Et en fait, elle va recevoir l'appel le plus angoissant de sa carrière, et pour cause, puisqu'il s'agit de sa propre fille, qui s'appelle Jojo, qui l'appelle, et qui est complètement droguée et désorientée, parce qu'elle a été agressée sexuellement. Et elle va être retrouvée au domicile de Kevin, qui est un joueur de foot professionnel. Et sa meilleure amie, Harper, a disparu. Donc Laurie, donc la femme du début, hein, qui travaille au standard des urgences, et donc sa fille Jojo vont partir à la recherche de Harper. Mais elles vont se retrouver confrontées à une conspiration qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Et donc elles savent qu'elles ne peuvent se fier à personne, même au sein du département de police. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air grave pour moi, ça. Celui-là, je l'ai pas du tout et je le connaissais pas du tout. Je l'ai pas vu passer à sa sortie et il me hype de ouf. Voilà. Donc j'espère que si je l'ai pas vu passer, c'est parce que c'est pas parce qu'il était mauvais. Mais moi, voilà, oui, tu me dis agression sexuelle, tu me dis disparition, tu me dis la mère et la fille qui vont enquêter ensemble, et surtout tu me dis tu peux te fier à personne. Ah, j'adore moi ça, les trucs parano et tout, j'aime bien. Voilà, je pense que
Je suis la cible, je suis clairement la cible de ce genre de livre. Voilà. Ah, peut-être Émilie. Peut-être Émilie, pour le précédent. C'est possible, oui, parce qu'en 5 ans, ça a peut-être été actualisé, t'as raison. J'avais pas vu, du coup. Yes, ça donne envie d'aller voir, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Ouais, moi je le note carrément celui-ci. Il a l'air grave cool. Voilà, j'aime bien la couverture en plus. Voilà, ça j'aime bien. Allez, on passe à la suite. Toujours le 19 avril, on passe à un petit manga. Donc sortira Lethal Experiment de Yae Utsumi qui sortira donc chez Pika. Et qui va être une série terminée en 8 tomes. Donc c'est bien. Pour moi, 8 tomes, c'est très bien. Et donc, dans ce thriller, on va suivre Nezu, qui est un lycéen, qui est plutôt droit dans ses bottes, voilà. Il a une petite amie, il a une vie très bien, très classique. Et il garde un excellent souvenir de sa classe de 6e. Et il se trouve que sa petite amie et lui vont recevoir une invitation à une réunion d'anciens élèves. Et donc Nezu va immédiatement accepter, voilà, parce qu'il se rappelle de ses anciens camarades du collège. Sauf que, ils vont se retrouver, donc les convives vont se retrouver séquestrés dans un bâtiment. Et la personne qui les séquestre n'est autre que l'ancien meilleur ami de Nezu, qui s'appelle Mikio, qui a décidé de les séquestrer. En fait, c'est lui qui a lancé les invitations. Hein. Voilà, ça fait un peu... Il y a un côté un peu ils étaient 10. Sauf que là, c'est ils étaient 10 version hardcore. Puisque le but de Mikio, c'est en fait de faire une expérience. Il veut découvrir jusqu'où l'on peut rester intègre dans une situation extrême. Voilà. Donc déjà, il y a ce postulat-là. Et en plus, on nous dit que 52 heures, c'est précis, 52 heures plus tard, la police va intervenir sur les lieux et découvrir 12 cadavres. 12 cadavres, 12 cadavres. Putain, ça me fait penser aux 2 minutes du peuple. Si vous connaissez les 2 minutes du peuple, vous avez certainement cette référence de 12 cadavres, 12 cadavres. Je peux plus. Quoi, 12 cadavres en plus, merde. Bon, bref. En tout cas, ouais, c'est ça. Je suis trop fan des 2 minutes du peuple, voilà. C'est vraiment... Et du coup, ouais. Le pire, c'est que j'avais complètement oublié ce truc-là. Et que c'est là, en lisant à haute voix, parce qu'évidemment, quand tu le lis comme ça, voilà, mais quand tu le lis à haute voix, que tu percutes. Oui, on m'a perdu, Laurence, ça y est. Je suis partie dans François Péry, c'est fini. Ça a complètement décrédibilisé le truc. T'es sur un truc sérieux, là. Bon, en vrai, le manga a l'air cool. Bon, on est clairement dans un genre de survival game. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu un survival game. Mais on va voir. Mais ça a l'air cool. J'aime bien ce genre de manga, moi. Voilà, j'aime bien. Donc, typiquement, c'est un manga que je pourrais acheter, ça. Voilà pour celui-ci. Putain. Alors ensuite, un autre manga. Enfin non, c'est pas un manga celui-là, c'est un webtoon en l'occurrence. Je sais même pas de quel pays il est parce que les auteurs ont pas pas un nom, voilà, ont un pseudonyme en l'occurrence. Hein. Donc c'est Comment Raeliana a survécu au manoir Winnight donc les auteurs c'est Whale et Milcha ou Milka, je sais pas. Voilà. Et donc ça sortira aux éditions Cotoon, donc qui est une édition assez récente, hein, qui publie des webtoons. Donc je ne sais pas du tout de quelle nationalité c'est. D'ailleurs j'aurais pu regarder, tiens, attendez. On va regarder quand même. Qu'est-ce qu'ils sont. En général c'est coréen le webtoon, mais il y en a c'est pas le cas. Par exemple l'Or Olympus, là c'est un webtoon et c'est américain ou anglais d'ailleurs, je sais plus. Enfin bref, en tout cas c'est pas du tout asiatique. Ouais, d'accord, mais ils nous sortent.
Ah, ils nous disent là peut-être. 12 cadavres. 12 cadavres. Purée. Et là vous allez voir, l'intrigue me fait trop penser aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Alors, ils nous disent ou pas? Ils nous disent qui sont ces gens? Non, même pas. Bon, mais je saurais pas. Bon, je chercherai plus en détail plus tard. Peu importe. Donc, qui sortira donc le 20 avril. Donc là, on est dans de la fantaisie. Oui et non, en fait. Parce que, en fait, donc on va suivre Raeliana. Non, oui, c'est ça, Raeliana. Donc, oui, c'est dans le titre en plus. Qui est une jeune femme qui se retrouve à chaque fois réincarnée dans un roman qui s'appelle L'affaire de l'ami assassiné. Et en l'occurrence, l'ami assassiné, ben, c'est elle. Et donc, on va être un peu dans une sorte de boucle temporelle, finalement. Hein. C'est vrai, je ne l'ai pas marqué, ça, boucle temporelle. Mais en gros, voilà, elle va se retrouver. Il y a un côté fantasy parce qu'elle est dans un univers, finalement, dans un livre. Donc, il y a un côté fantasy quand même. Mais voilà. Et donc, elle va être dans une boucle temporelle où à chaque fois, elle va mourir, en fait, dans ce livre. Puisque c'est elle, l'héroïne du livre. Elle va mourir dans ce livre et donc le but c'est évidemment de trouver comment échapper à la fin tragique qui l'attend. Et le truc c'est que pour y échapper, elle va devoir naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour. Donc on est dans... S'il y a une cour, c'est qu'on est quand même un peu dans un royaume. Et pactiser avec un homme qui est le duc Noah Widnight, voilà d'où le titre, qui est le frère cadet du roi. Donc oui, c'est un royaume. Oui, je redécouvre les quatrièmes de couverture, donc j'oublie des trucs, hein, excusez-moi. Et donc, ils vont devoir s'allier pour cette enquête, pour retrouver, pour faire en sorte qu'elle ne meure plus, et qu'elle arrête peut-être de se réincarner dans ce truc-là, je sais pas. Bref, ça a l'air quand même cool. Ça a l'air assez cool. Par contre, je sais pas du tout combien il y aura de tomes. C'est dommage. Dommage, Eliane, mais voilà. Ça a l'air bien, donc je l'ai mis. Nouvelle-Zélande? Ah ouais, c'est vrai, Karine? Ah, je savais pas ça. Ok. Oui, à la base, c'est coréen, mais maintenant, tout le monde fait du webtoon, donc c'est vrai que... Et puis, il y a même des... Parce que l'or Olympus, bon, le style, tu vois clairement que c'est pas du tout ni coréen, ni japonais, voilà. Mais tu as carrément des occidentaux qui utilisent le même style, en fait, donc tu sais plus de quelle nationalité sont les gens. Donc ça pourrait être un Français que ça m'étonnerait même pas, hein, en vrai, voilà. Bref, voilà, bon, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, j'aime bien l'idée de cette boucle temporelle et tout. Voilà, ça fait un peu penser aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle, sauf que dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est un mec qui se réincarne à chaque fois dans une personne différente, qui réassiste tout le temps à la mort de la même personne et qui enquête pour... voilà. Et sauf que là, elle est carrément la personne morte. La personne qui va mourir, en l'occurrence. Voilà. Ok, Karine, merci pour l'information. Alors, ensuite... Alors, toujours le 20 avril, sortira La Pivoleuse d'Elizabeth Day aux éditions 10-18. Donc, dans ce roman, alors pareil, je ne l'ai pas vu passer celui-ci. on est dans un thriller domestique, hein, donc je suis étonnée de ne pas l'avoir vu passer. D'ailleurs, attendez, j'ai même pas vu à quoi ressemblait la... Peut-être qu'en voyant la couverture, ça va me parler plus, mais... Ouais, non, même pas. C'est Belfond. C'est Belfond, mais la couverture me dit rien du tout. C'est ouf. Donc, dans ce roman... Attendez que je remette, excusez-moi. Du coup, on va suivre Jake et Marissa qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, qui vont fonder une famille, enfin, qui ne vont pas fonder une famille, qui en l'occurrence vont se marier et emménager à Londres. Et Marissa va vite tomber enceinte.
Mais le truc, c'est que bah, forcément, tout ça coûte cher. Et donc, ils vont, pour un peu, voilà, pour un peu arrondir leur fin de mois, ils vont sous-louer une chambre. Et c'est une jeune femme qui va venir emménager chez eux, donc qui s'appelle Kate. Le problème, c'est que plus les jours passent et plus Marissa commence à ressentir un peu de méfiance envers Kate parce qu'elle trouve que Kate prend de plus en plus de place et qu'il y a vraiment un rapprochement entre Jake et Kate sous son propre toit. Et donc, à un moment, elle va finir par confronter les deux. Et voilà, et on va savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pareil. Pourquoi je vais voir Babelio, moi? Je sais pas. Mais je suis allée voir Babelio. Si, pour voir les avis, certainement. Mais du coup, évidemment, j'ai été spoilée. J'ai été spoilée, encore une fois, par la thématique. J'en ai marre de Babelio. C'est vrai, je comprends pas. Je veux bien que voilà, il y a des tags et tout ça, mais ne mettez pas de spoil dans les tags. Purée, ne mettez pas, ah oui, ça va parler de ça, alors que on n'est pas censé savoir, quoi. C'est relou. C'est relou. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai vu les tags, j'ai vu les thématiques du livre. Mais ça a l'air bien quand même. Ça va, heureusement. Coucou Irinaël, comment ça va? On approche de la fin là. C'est l'antépénultième, voilà. C'est l'avant-avant-dernier. Voilà, donc petit thriller domestique sur un couple et sur un problème de couple et sur une tierce personne qui vient s'immiscer comme ça au milieu pour une raison particulière. Ouais, Malo. Mais j'aime bien Babelio, enfin je regarde souvent les avis sur Babelio et c'est vrai que je regarde aussi parfois les tags. Bah, c'est pour me donner aussi des indications en fait sur certaines choses, mais le problème c'est que ça spoil souvent, quoi. Voilà. C'est un peu embêtant. C'est très embêtant. Ouais, c'est ça, hein, Irinaël. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, voilà. Mais ouais, il a l'air cool. Il a l'air plutôt cool. Ah oui, ouais, t'as raison, Malo. Je devrais faire pareil. Hein. Mm, mm. Voilà pour celui-ci. Après, bon, moi, le truc, c'est que souvent, j'oublie. Comme je dis souvent, moi, en fait, je regarde les quatrièmes de couverture quand je dois acheter un livre, voilà, parce que j'ai envie quand même de savoir de quoi ça parle. Mais une fois qu'il est dans ma palle, je ne regarde plus la quatrième de couverture. Donc, quand je décide de lire un livre, même s'il est dans ma palle depuis des années, je ne regarde pas la quatrième de couverture. Je me dis, s'il est dans ma palle, c'est que à la base, ça m'avait plu. Et du coup, comme ça, comme j'ai une mémoire de merde, j'ai oublié complètement de quoi ça parle et du coup je redécouvre, enfin je découvre même le livre et donc c'est cool. Et je trouve que ma méthode est très bien. Voilà, j'aime bien ma méthode parce que bon, quand on achète un livre, on a quand même envie de savoir un minimum de quoi ça parle. Et au moins entre-temps, parce que vu que je fais rarement du aussitôt acheté, aussitôt lu, hein, c'est très rare chez moi, ben du coup j'ai le temps d'oublier. Ah oui, toi tu regardes après avoir lu. Oui, ça c'est pas bête aussi. C'est sûr. Ouais, voilà, ouais. Pour voir un peu la vie des gens et tout ça. D'ailleurs, je voulais le faire pour notre part de nuit, tiens. Parce que les rares avis que j'ai vus, les positifs en tout cas, que j'ai vus sur notre part de nuit, enfin rares, j'en ai vu quelques-uns, mais les avis que j'ai vus positifs sur notre part de nuit, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'arguments. Pas dans le sens où, attention, je suis pas en train de dire, franchement, voilà, c'est nul qu'ils aient aimé et tout ça, je comprends pas. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où bah, les personnes ont exprimé un ressenti, et effectivement, souvent, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs, voilà, souvent, mais je crois que j'avais déjà dit d'ailleurs, putain, du coup, je radote. Coucou, Angel, comment ça va? Ça faisait longtemps.
Mais du coup, voilà, quand tu aimes un livre, t'exprimes souvent ton ressenti émotionnel. Voilà. Tu vois, j'ai adoré, machin. Mais c'est plus difficile de dire pourquoi on a adoré. Et c'est vrai que Notre part de nuit, franchement, j'ai beau écouter, j'ai eu beau écouter des avis, je n'ai pas vu ni entendu d'arguments vraiment pragmatiques sur pourquoi les personnes ont aimé, quoi. Du coup, ça m'aide pas. Moi, j'ai envie de savoir parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, parce que ça arrive aussi, hein. Des fois, je suis à la ramasse, j'ai pas compris la thématique du livre, ou voilà, il y a des trucs que j'ai pas vus, et voilà. Et du coup, je voudrais bien voir un peu, mais j'en ai pas vu. Du coup, il faudrait que j'aille regarder sur Babelio ce que ça dit un peu, peut-être avoir d'autres analyses. Voilà. Ouais, Malo, j'avais vu, ouais, que ouais, franchement, ben. Je te le dis, t'as rien loupé si t'aimais pas le père, parce que franchement, le père est vraiment au centre du roman, et vraiment, il est porté au nu, vraiment, hein, voilà, donc moi, je pouvais pas blairer le père non plus. Oh, dommage, Monica. Là, ça vient pas de moi, cette fois. Bon, bah, ok. Bonne soirée, merci d'être venue, Monica, des bisous. Pour avoir l'idée d'un livre... Ah oui. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont aimé l'ambiance. Voilà, moi personnellement, l'ambiance n'était pas là pour moi, en vrai. En vrai, ce livre, pour moi, il aurait pu avoir lieu à n'importe quelle époque. Ça changeait rien à l'histoire, et du coup, pour moi, il y a pas un truc qui fait qu'on est plongé dedans. Voilà, après, c'est mon ressenti à moi, mais bref, bon, du coup, on n'est pas là pour parler de Notre part de nuit, parce que j'en ai parlé tout à l'heure en plus déjà. Donc, je passe à la suite, il en reste deux. Alors, toujours le 20 avril sortira La réfugiée de Rabi Alameddine. Pareil, celui-là, je ne l'avais pas vu passer en grand format. Donc, ça sortira chez 10-18. Et donc, il faut savoir que Rabi Alameddine, il a déjà eu un prix féminin étranger en 2016. Alors, je ne sais pas pour quel roman, par contre. Et là, il a écrit un livre qui nous parle donc des réfugiés, comme son nom l'indique, mais pas que. Donc en fait, on va suivre, alors je sais plus parce que là, il n'y a pas la quatrième de couverture écrite, donc je vais essayer de me souvenir à peu près. Il me semble que c'est une femme qui est médecin et qui travaille, oui c'est écrit mais bon, et qui travaille donc dans l'humanitaire. Elle est partie sur l'île de Lesbos pour s'occuper justement voilà, des réfugiés, etc. Euh, et de mémoire, je veux pas dire de bêtises, ça m'énerve. Je suis con, j'aurais dû mettre. C'est peut-être pour ça aussi que je suis allée chez Babelio là. Mais bon là, il n'y a pas de, spoil a priori. Hein. Il n'y a pas de spoil. Voilà. Voilà, donc c'est une femme médecin qui est elle-même une réfugiée, voilà, c'est ça. Qui est elle-même une réfugiée libanaise. Pourquoi on nous dit libyenne à un moment? Non, elle est libanaise. Elle est libanaise. Ou peut-être qu'elle vient de Libye, qu'elle est partie au Liban, je ne sais pas. L'auteur est libanais, hein, en tout cas. Donc, du coup, pour info, ça rentre dans Lisons l'Asie. Hein. Et... Ah putain. Non, on ne dit pas là non plus. Bon, je sais plus. Mais la particularité, voilà, c'est Mina, elle s'appelle. Et la particularité, c'est que c'est une femme trans. C'est ça. Non, elle est bien libanaise. C'est une femme trans. Donc c'est super intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Voilà, bon, j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. Ouais, moi non plus, Viviane, pas sûre de bien m'exprimer là sur la question.
Ouais, mais pareil, Malo, hein. Mais jusqu'à la fin, hein. Parce qu'il y a eu des moments hein, où j'étais. Il y a des moments où je me disais, ah là, ça y est, ça devient intéressant. Et sauf que malheureusement, ça dure pas longtemps. Et après, on repart dans les trucs qui me plaisaient pas. Donc, voilà, voilà. La fiancée de Bombay. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air pas mal du tout, ça, pour Lisons l'Asie aussi. Voilà, on est sur les réfugiés, on est au Liban, on est sur la transidentité aussi, donc hyper intéressant, et avec une femme médecin en plus. Et donc le der des der, il s'agit, vous devez déjà le connaître, du Silence des repentis de Kimi Cunningham Grant, qui sortira toujours chez 10-18 et toujours le 20 avril. Voilà, et donc dans cette histoire, on va suivre un père et sa fille de 8 ans qui vivent coupés du monde dans une cabane dans le nord des Appalaches. Et en fait, ils vivent coupés du monde parce que le père, visiblement, veut protéger sa fille de quelque chose. On ne dit pas quoi, c'est un peu le mystère du livre. Donc, ils sont vraiment en pleine voilà, vie sauvage, ils sont complètement isolés. Mais la petite fille va commencer un peu à s'interroger quand même sur le monde extérieur, hein, normal. Sauf que Cooper, qui est le père, ne veut absolument pas, voilà, veut pas libérer entre guillemets sa fille et ne veut pas non plus lui expliquer les raisons pour lesquelles ils sont obligés de s'isoler comme ça. Il y a juste, donc voilà, les seules personnes qui voient, c'est un voisin, donc ils mettent entre guillemets parce que je pense qu'il doit habiter très très loin quand même, qui est un peu trop présent pour eux. Voilà, Cooper commence à se demander si c'est pas une menace. Et puis Jake, qui est un ami de Cooper, qui leur apporte des vivres chaque hiver. Le souci, c'est que un jour, Jake ne va pas venir. Et donc, ils vont pas avoir de vivres pour l'hiver. Et voilà comment va commencer l'histoire. Voilà, donc je sais plus les retours qu'il y a eu sur ce livre. Je me rappelle plus, mais ça a l'air quand même assez cool. À mon avis, il doit y avoir aussi un peu de nature writing là-dedans. Mais moi, j'aime bien les trucs, voilà, l'isolement comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça aussi, c'est un peu un roman d'ambiance, je pense. Ça peut être vachement sympa. Ah ouais, c'est vrai, Jeanne, c'est dans ta palle de la nuit du hasard. Ok. Ah bah, c'est cool. Bah, du coup, tu nous diras. Ouais, je me souviens plus je me souviens que Sèvres l'avait lu, mais je me rappelais pas si elle avait aimé ou pas en fait. Je ne sais même plus du tout. Peut-être que oui, elle avait dû aimer, mais sans plus. Ah, toi, Viviane, t'avais beaucoup aimé. Ok. Ouais, si toi t'as aimé, ouais, il y a peut-être des chances que ça me plaise aussi. Faut voir. Il faut voir. Et ben écoutez, ouais, ça aussi, ça peut faire partie des livres que je lirai bien prochainement. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour des sorties. On va revenir par là. Je vais dire au revoir à YouTube. Donc j'espère que ces petites sorties vous auront plu, que vous aurez noté quelques titres. Et donc ben, le prochain live, je vous retrouve du coup pour les sorties grand format cette fois d'avril. Ah, c'est les plus attendus parce que la nouveauté, tout ça. Et en même temps, les sorties poche, c'est bien aussi parce que vu le prix des livres maintenant, souvent on attend les sorties poche, donc on est bien content de savoir quand est-ce que sort le livre qui nous hype le plus en poche. Donc c'est à ça que ça sert aussi. Sur ce, bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao.